Le débat sur les européennes vire au capharnaüm. Pendant plus de 3 heures, 12 têtes de liste pour les élections européennes ont échangé les passes d'armes sur le plateau de France 2, faisant la part belle à la forme plutôt qu'au fond. Un rendez-vous discret mais qui pourrait peser dans une hypothétique alliance des partis patriotes en Europe. Marine Le Pen a rencontré le ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini à Paris, à moins de 2 mois du scrutin continental. Et un peu de fraîcheur avant l'arrivée des beaux jours avec un détour par la Réunion où les surfeurs doivent composer avec d'encombrants voisins, les requins. Depuis plusieurs années, des dispositifs ont été mis en place pour permettre aux passionnés de glisse et aux prédateurs sous-marins de cohabiter. Madame, Monsieur, bonsoir. Joyeux désordre pour lancer les européennes. Jeudi soir, les 12 têtes de liste se sont retrouvées sur la télévision publique. Pour le premier exercice du genre, la forme a pris le pas sur le fond. Thibaut Bastide. 3 heures pour au final pas grand-chose. Jeudi soir, 12 têtes de liste pour les élections européennes se sont fait face sur le plateau de France 2 pour mettre leurs idées en avant à 1 mois et demi de l'échéance électorale. Pour le premier exercice du genre, le résultat est loin d'avoir été fructueux pour l'ensemble de l'échiquier politique. En cause notamment l'organisation de ce grand débat. En effet, avec 12 candidats, les débats ont été animés, donnant lieu à de nombreuses passes d'armes, ressemblant plus à des chamailleries de cours de récréation qu'à une exposition des principaux avis et idées des candidats. Un désordre ambiant qui n'a semble-t-il pas convaincu ni passionné les Français. Il n'était qu'1,6 million en moyenne à suivre le débat et 2 millions lors des 90 premières minutes. Pas de quoi donc atténuer le désamour d'une majorité de Français pour ce scrutin. Oppressés par le faible temps de parole, les têtes de liste ont préféré provoquer leurs adversaires directs en duel plutôt que de se perdre en bavardage. Ainsi, Le Vert, Yannick Jadot et le petit nouveau Raphaël Glucksmann, candidat PS, qui n'a pas hésité à rappeler à maintes reprises qu'il était novice en politique, ont particulièrement visé la tête de liste du parti présidentiel, Nathalie Loiseau, dont le discours a limité la casse alors que La République En Marche est au coude à coude avec le Rassemblement National dans les sondages. Florian Philippot a pour sa part joué le tout pour le tout en se montrant offensif face aux représentants des Républicains, François-Xavier Bellamy, en retrait lors de cette soirée mais appliquant un discours parfaitement adapté à son électorat. Ainsi, dans un brouhaha quasi permanent, les candidats les plus à la traîne dans les sondages ont joué des coudes pour tenter de mordre sur les deux favoris, Nathalie Loiseau, tête de liste pour La République En Marche, et Jordan Bardella, tête de liste pour le Rassemblement National. Ces derniers se sont d'ailleurs écharpés à plusieurs reprises, symbolisant à la perfection la fracture entre souverainistes et progressistes, mais ont ménagé la chèvre et le chou face à leurs détracteurs. Si chaque candidat a joué sa partition, ne laissant que peu de place à de véritables échanges, un sujet est tout de même ressorti au milieu des piques incessantes, l'immigration. Et à ce petit jeu, c'est Nicolas Dupont-Aignan qui a su tirer son épingle du jeu en brandissant un chiffre. En effet, le président de Debout la France a affirmé que 18 millions de migrants avaient rejoint l'Europe en 5 ans, s'appuyant sur des données Eurostat, l'agence officielle de la statistique européenne. Une affirmation qui a immédiatement fait hurler à la fake news l'ensemble des candidats présents. Quoi qu'il en soit, l'immigration a déchaîné les passions, prouvant une nouvelle fois que le sujet est au cœur de la campagne électorale à venir. À moins d'1 mois et demi du scrutin européen, une telle tendance pourrait profiter aux formations les plus en vue dans les sondages et donc intensifier le duel opposant le Rassemblement National à La République En Marche. C'est un rendez-vous privé qui aura fait couler beaucoup d'encre. Vendredi matin, la présidente du Rassemblement National, Marine Le Pen, rencontrait le ministre de l'Intérieur italien et secrétaire fédéral de la Ligue, Matteo Salvini. Un échange qui ressemble aux prémices d'un lancement de campagne au niveau européen. Une rencontre discrète qui fait du bruit. Vendredi matin, Marine Le Pen, présidente du Rassemblement National, avait une entrevue privée à Paris avec le ministre de l'Intérieur italien et secrétaire fédéral de la Ligue, Matteo Salvini. Ce dernier, qui a montré la voie de la victoire aux populistes européens, était présent dans la capitale française à la faveur d'un G7 des ministres de l'Intérieur. Et si le rendez-vous n'était pas ouvert à la presse, Marine Le Pen a cependant révélé qu'il était question du scrutin européen de mai prochain. L'idée serait, semble-t-il, de mettre les mouvements nationalistes, patriotes et souverainistes en ordre de marche pour partir à l'assaut de Bruxelles. Une démarche qui paraît en rupture avec la voie qu'avait empruntée le Front National il y a quelques mois et qui consistait en une coupure avec l'UE via un Frexit et une sortie de la zone euro.
Un changement de cap qui, selon le spécialiste des droites italiennes Gabriele Adinolfi, est également le chemin choisi par le ministre italien. Salvini avait d'abord choisi, il s'est référé à Marine Le Pen, donc il avait choisi cette ligne anti-euro, anti-Europe, etc. Mais dès qu'il a vu les résultats de la campagne de Marine Le Pen aux présidentielles, il a complètement changé. Il a dit c'est bête. Donc il est passé sur une ligne complètement différente, qui est celle de dire l'Europe, comme ça, ne va pas trop bien, donc on va la refaire. Mais on va la refaire par la victoire des populistes vis-à-vis des globalistes. Un changement de cap visant à proposer une autre Europe plutôt que pas d'Europe et qui pourrait laisser entrevoir une vaste coalition des partis d'opposition à Bruxelles, qu'ils soient qualifiés de patriotes, de nationalistes, de populistes ou dans une moindre mesure de souverainistes. Coalition existante, certes, déjà à travers le groupe ENL, Europe des Nations et des Libertés, au Parlement européen, mais qui pourrait largement s'étoffer à la faveur des vagues de contestation à l'ordre établi un peu partout sur le continent. Matteo Salvini devrait d'ailleurs lancer un appel au rassemblement de ses alliés lundi à Strasbourg pour ne former qu'une grande plateforme européenne eurosceptique, alors qu'il en existe 3 actuellement. En outre, Matteo Salvini sera la tête d'affiche d'une rencontre avec d'autres mouvements européens le 8 avril prochain, avec notamment Alternative für Deutschland, le Parti populaire danois et le mouvement des vrais Finlandais, mais sans le Rassemblement national. En revanche, l'organisation d'un grand meeting européen en Italie, rassemblant tous les mouvements eurosceptiques seraient dans les tuyaux. En attendant, Marine Le Pen, elle, entend multiplier les déplacements sur le continent afin de donner une dimension transnationale à la campagne de son parti. Elle sera ainsi en Tchéquie, à Prague, le 25 avril, à Bruxelles, le 25 mai, ou encore en Slovaquie, à Bratislava, le 13 mai. Une campagne à travers l'Europe qui pourrait lui permettre non seulement de serrer les rangs entre partis d'opposition, mais aussi de prendre de la hauteur face aux autres mouvements eurosceptiques faisant campagne en France. Et un peu de fraîcheur en ce début de printemps et direction l'île de la Réunion. Ce département d'outre-mer situé dans l'océan Indien fait en effet face à une recrudescence d'attaques de requins depuis 2011. Face à ce phénomène, les Réunionnais multiplient les initiatives pour permettre le vivre ensemble entre les hommes et ces poissons parfois un peu encombrants. C'est un spectacle qu'on croyait disparu à l'île de la Réunion. Bodyboarders et surfeurs pratiquant en toute sécurité dans des eaux où leur sport est pourtant interdit à cause du risque requin. De quoi redonner le sourire aux amateurs de glisse. Franchement, c'est soulageant, on peut quand même profiter un petit peu de l'océan grâce à la vigie, quoi. Et surfer sécurisé, ben voilà, tu penses pas quoi, au requin, quoi. Le dispositif Vigie Requin renforcé, c'est la réponse de la Ligue réunionnaise de surf à la crise qui frappe l'île depuis 2011, avec plus d'une vingtaine d'attaques de requins, dont 11 mortelles. Caméras sous-marines, drones, 7 plongeurs et 2 bateaux. Une vingtaine de personnes au total se relaient pour assurer la sécurité d'un spot 5 jours par semaine. Et ça marche. On a eu 3 alertes l'année dernière, une suspicion, parce qu'il y a eu un grand vacarme sous l'eau et une grande prédation. Du coup, on a fait sortir les surfeurs avec l'alerte. Et les 2 autres fois, oui, c'était requin avéré, requin bulldog, qui était hors dispositif, donc observé à 10 mètres du dispositif. Donc pareil, on a fait sonner l'alerte et les surfeurs étaient évacués en 5 minutes. Quelques alertes, mais aucune attaque dans le cadre du dispositif mis en place en 2015 et aujourd'hui ouvert à tous les licenciés de la Fédération française de surf. Mais avec ses horaires et l'obligation d'avoir une licence dans un club, c'est un cadre trop contraignant pour certains. Ici, à 3 bassins, comme sur d'autres spots de l'île, les surfeurs libres sont de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, la visibilité est bonne, réduisant les risques d'attaque. Je vais dans des moments où l'eau est propre, il y a des petites vagues, je suis ces règles. Et voilà, la passion est plus forte que tout, hein. Donc voilà, je continue à surfer. Mais le danger est bien réel. Les surfeurs font donc aussi appel à la technologie. Des appareils comme celui-ci créent un champ électromagnétique destiné à repousser les requins. Ça rassure quand il y a beaucoup de monde avec ça quand même. On dit que ça fait peut-être un champ autour de nous qui limite l'action du requin. Les scientifiques travaillent toujours à expliquer l'augmentation fulgurante du nombre d'attaques de requins à La Réunion. Dans cet ancien paradis du surf, la communauté de la glisse n'a donc pas d'autre choix que de retenir son souffle en attendant des jours meilleurs. L'actualité en bref à présent avec Thibaut Bastide.
La loi anti-casseurs retoquée. Jeudi, le Conseil constitutionnel a censuré l'article 3 de la loi. Il ne sera donc pas possible pour les préfets d'imposer des interdictions individuelles de manifester à des individus ayant déjà commis des actes de violence. Cette mesure préventive qui s'accompagnait d'une inscription au fichier des personnes recherchées avait été vivement dénoncée comme percutant les libertés d'aller et venir, le droit d'expression collective et de réunion. Dans un communiqué, l'Élysée a indiqué prendre acte de la décision du Conseil constitutionnel. Les sages, qui ont en revanche validé les autres dispositions de ce texte, avaient été saisis par des parlementaires des oppositions, mais également par le chef de l'État, après de vives contestations lors des débats à l'Assemblée. L'encadrement des loyers fait son grand retour. Après avoir été annulé fin 2017 par la justice, ce dispositif a de nouveau été rendu applicable par le gouvernement à titre expérimental dans les villes qui en font la demande. Plusieurs grandes villes ont manifesté leur volonté d'appliquer ce plafonnement, dont Paris, où il devrait faire son retour cet été. Le principe, à la signature d'un nouveau bail ou lors d'un renouvellement, le loyer d'un logement ne doit pas dépasser de plus de 20% un loyer de référence fixé par arrêté préfectoral, ni lui être inférieur de 30%. Après la politique, Nicolas Sarkozy continue dans les affaires, mais pas en Libye. Alors qu'il est déjà membre du conseil d'administration du groupe Accor-Hôtel, l'ancien pensionnaire de l'Élysée rejoint désormais le groupe Barrière, numéro 1 des casinos français, où il siégera au comité stratégique. Pour le clin d'œil, le groupe Barrière est propriétaire du Fouquet's, une adresse appréciée par l'ancien président qui avait fêté sa victoire lors de la présidentielle de 2007. Le maréchal Haftar et ses troupes aux portes de Tripoli, situées à 30 km de la capitale Tripoli, les forces du chef de guerre se tiennent prêts à lancer une opération sur la capitale. Ces déplacements d'hommes auraient pour but de purger l'ouest libyen des terroristes et mercenaires qui participent au chaos dans le pays. L'ONU craint une flambée de violence et pour cause, le maréchal Haftar pourrait bien ne pas faire dans la dentelle. Il a cependant promis d'épargner les civils, les institutions de l'État et les ressortissants étrangers. Le Premier ministre officiel Fayez El-Sarraj s'est dit prêt à faire face à toute menace. À la demande du Royaume-Uni, un conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce vendredi soir en urgence. Les États occidentaux, anglo-saxons comme français, tentent donc de calmer le jeu après avoir eux-mêmes mis le feu aux poudres en participant à la chute de Mouammar Kadhafi en 2011. Julian Assange en délicatesse avec le président équatorien. Mardi, le chef d'État sud-américain Lénin Moreno a affirmé que Julian Assange a réitéré ses violations de l'accord sur ses conditions d'asile à l'ambassade de Quito à Londres, où le fondateur de Wikileaks est réfugié depuis 6 ans. Quito a dénoncé devant un rapporteur de l'ONU la diffusion par Wikileaks ainsi que sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook de photos, vidéos et conversations privées du président équatorien. Lénin Moreno n'a cependant pas préciser si l'asile serait retiré à Julian Assange sous le coup d'un mandat d'arrêt britannique pour violation des conditions de liberté surveillées dans l'affaire suédoise. 75% du cannabis vendu à Madrid comporte des matières fécales. Un pharmacologue espagnol a publié une étude dans laquelle il révèle la présence d'une bactérie dans plus d'un tiers du cannabis madrilène. Une information qui peut faire sourire mais qui représente également un danger supplémentaire pour les consommateurs de cette drogue dite douce. Pour arriver à ce résultat, le pharmacologue a lui-même acheté 90 échantillons de cannabis dans la capitale. La présence de matières fécales s'expliquerait par le mode d'importation des boulettes que les transporteurs expulsent une fois arrivés sur le sol ibérique par l'anus. C'est bientôt la fin de cette édition. Comme chaque vendredi, vous pouvez vous procurer le quotidien présent de fin de semaine. À la une, le calvaire de l'église de Chine, entretien avec Yves Chiron. Et ce soir, retrouvez une édition spéciale de Bistro Liberté pour la 100e. Vous faites de politique. Vous faites de la politique. Donc tout le monde fait de la politique. Mais bien sûr. Votre belle-mère, quand elle discute avec vous dans le salon, devant France 2, devant Arte, fait politique. Oui, d'accord. Si vous voulez, c'est pas la même chose qu'un responsable, comme vous, qui aspire d'actualité ou qui a des responsabilités, ou un président de la République qui dit européenne, ça ne sert à rien. Je le dis un peu brutalement, mais en substance, c'est vrai. Pour le coup, vous parlez de politique avec un micro devant une caméra de télévision. Je peux vous assurer que vous avez une responsabilité dans les mots que vous utilisez. Et quand vous dites que d'aller voter, ça ne sert à rien pour les élections européennes. Responsabilité, ça veut dire pouvoir. Je n'ai pas de pouvoir. Vous êtes en train de mettre une symétrique juridique. Vous êtes en train de mettre une couette en plume d'oie 100% naturelle à Emmanuel Macron pour les années qui viennent. Et donc vous en porterez la responsabilité. Alors, comment pouvez-vous dire aux gens
de ne pas aller voter. Mais C'est vous l'irresponsable. Mais si, mais si, c'est avec Arnaud Soyer qui vous met dans la lumière. C'est la même chose. C'est la même chose. Le vote, c'est la dernière chose qui nous reste. Ah oui, on est Le Parlement européen. C'est la dernière chose qui nous reste. Mais pas pour ces élections-là. Mais si, mais à ce moment-là, ça serait la même chose pour Macron. Vous allez dire répondez à un la même sondage, chose vous aurez pour le les même impact qu'aller législatives. voter aux européennes. Alors qu'est-ce que vous faites là, parler de politique si vous allez pas on voter? est d'accord. Vous ne comprenez pas mon propos. Ah oui. Mais non, j'entends très bien, tout le monde entend très bien mon propos. Dans le micro. Mais ça, c'est quelque chose qui me dépasse. De venir parler de politique et de dire aux gens qu'aller voter, ça ne sert à rien. Mais je n'ai vous pas n'avez dit rien ça, à faire là. J'ai dit les européennes ne servent à rien. Merci. Vous n'entendez que ce que vous voulez entendre. Voilà. Ah, vous vouliez du débat, vous en avez. Et samedi, découvre un nouveau numéro du Samedi politique. À 7 semaines des élections européennes, Élise Blaise reçoit le président du Parti chrétien-démocrate, Jean-Frédéric Poisson, absent de la liste des amoureux de la France. Sur TV Liberté, il livre sa version. Il y a là un homme qui est incapable de tenir un engagement, qui ne sait pas ce que c'est que le respect de la parole donnée, qui ne comprend pas que, le rassemblement, c'est autre chose que la capacité de rassembler debout la France. Les accusations qui sont portées contre nous sont du mensonge organisé comme à la plus belle époque de l'Union soviétique, on savait le faire, c'est-à-dire le Kremlin donnait à la Pravda un certain nombre de noms de personnages supposés dissidents, la Pravda les publiait, et le lendemain, le Kremlin arrêtait des dissidents en expliquant que leur nom était dans la Pravda. On nous a évacués parce que dans l'entourage de Dupont-Aignan et Dupont-Aignan lui-même, on n'aime pas les chrétiens. On a voulu noyer le poisson, mais on ne noie pas les poissons si facilement que ça. Jean-Pierre Maujean vous donne rendez-vous dimanche dans un terre de mission consacré à l'homosexualité dans l'Église après l'ouvrage Sodoma. Et tout de suite, la France de Campagnol de Christian Combaz et Mes libertés politiques avec François Biot de Lochner. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine à tous. À lundi. Bonsoir. Je vous ai parlé hier de ces deux vieux, 76 et 80, qui ont toujours été rivaux dans le cœur de la même femme, sauf que l'un était marié avec elle et que l'autre a soupiré un peu toute sa vie après elle. Eh bien, après l'enterrement de cette Jacqueline, on a assisté à une chose très curieuse. La nature, vous savez, celle qui a horreur du vide, a apparié en quelque sorte ces deux caractères de veuf qui étaient complémentaires autour de ce deuil commun. D'abord, il faut préciser que le mari, après la mort de la dame, était plus perdu que véritablement dévasté par le chagrin, parce que c'était un égoïste incapable pour les petites choses de la vie et qu'après sa mort, il savait rien faire. L'autre chose qu'il faut préciser, c'est que ce type était quand même très maladroit, puisqu'en gros, il m'a dit que Robert, son ami et voisin, avait été très présent lors de la maladie de sa femme, et c'est à peine s'il ne m'a pas demandé ce qu'il lui trouvait. Vous savez, c'est un peu comme deux enfants dans un bac à sable. Le premier néglige ses jouets, l'autre en convoite un, en saisit un. Le premier se met donc à glapir aussitôt parce qu'on vient de saisir ce qui le laissait indifférent une minute avant. Bien entendu, il a quand même pas dit je ne sais pas ce qu'il trouvait à ma femme. Il m'a dit qu'il pouvait, Robert, rester 2 heures à parler avec elle. Et il avait l'air très étonné, car en 40 ans, pour sa part, en tant que mari légitime, il trouvait presque jamais rien à lui dire. Mais là où les choses sont devenues pittoresques, c'est qu'après la mort de cette Jacqueline, ils se sont aperçus l'un et l'autre qu'ils étaient nécessaires l'un à l'autre. Je vous ai dit que Robert, le plus jeune, avait gardé un physique d'athlète à 76 ans. Et quand l'autre, il aimait bien le montrer, du coup, l'autre s'est mis à en profiter au jardin et partout, il lui a fait faire la vidange de sa voiture. Il lui a demandé d'élaguer un arbre, il disait tout le temps « on va pas te faire du mal hein ». Mais en même temps, il jouait les contremaîtres. Et Robert était tout content de montrer qu'il était encore valide, son mot c'était « vaillant ». Et en même temps, Marcel avait des qualités que Robert ne possédait pas. Il était ordonné dans ses affaires, il mettait de l'ordre dans les affaires de Robert, de qui il examinait parfois les papiers avec ses lunettes sur le bout du nez, avant de lui dire « mais ça tu l'as déjà payé ». Pour ma part, j'ai assisté assez longtemps à cette naissance d'une dépendance mutuelle, tout simplement parce que Marcel et sa femme, Jacqueline, habitaient en face de chez moi, de l'autre côté de la fontaine. Robert, lui, habitait au sommet de la rue. La fontaine était un point essentiel dans cette histoire parce qu'elle permettait à Robert de remplir des réservoirs pour son jardin et parce qu'elle lui permettait aussi de se laver quand il rentrait.
À partir du mois d'avril, Robert, c'est bien simple, il se trempait carrément dans la fontaine à moitié nu en pantalon pour se laver le torse et les pieds, et ça avait été la première cause de l'irritation de Marcel 10 ou 20 ans plus tôt, et bizarrement, désormais, c'était plutôt un motif de fierté. Il parlait de Robert, ce Marcel, comme d'un cheval, et comme si ce cheval était à son service. Il disait, ah, ça c'est sûr, Robert pourrait renverser une voiture à lui tout seul. Et de l'autre côté, Robert venait de plus en plus souvent chez Marcel pour se faire des papiers sur Internet. Il n'avait pas d'Internet, il ne le voulait pas d'ailleurs. Il disait que tous ces trucs-là étaient faits pour séparer les gens en deux catégories, les esclaves et les autres. Et Marcel lui a répondu, et toi, t'es de quelle catégorie? Ben, je suis ton esclave, tu le sais bien, répondait Robert, puisque tu me fais mes papiers sur Internet pendant que je fais ton jardin. Mais pas du tout, répondait Marcel, c'est moi ton esclave, puisqu'il y a de plus en plus de papiers et qu'on ne fait presque plus rien au jardin. Mais parle pour toi, disait Robert, moi je fais mes patates et mes oignons. Et ben moi, répondait Marcel, j'ai vu le prix des patates au marché, j'ai compris que ça valait pas le coup de me crever. Il faut quand même avoir un raisonnement économique dans la vie. Et voilà, c'était ce genre de discussion sans fin entre eux, mais assez bienveillante. Et puis, un jour, le fier à bras s'est cassé le bras, justement, Robert. Et là, on a assisté au 3e épisode, que je laisserai à Gustave demain le soin de vous raconter, car c'est lui qui m'a dit ça. Ça ressemble à un roman de Maupassant, et en matière de roman, il s'y connaît, il en vend. Par ailleurs, vous avez observé que le décor aujourd'hui, comme hier, est un décor d'illustrateur. C'est normal, c'est mon 2e métier. J'ai dessiné et sculpté chacun des personnages de cette chronique. L'album de Campagnol, d'anciens numéros, puis des nouveaux, puis tous les personnages de cette petite série, est en préparation sous cette forme, une forme graphique et textuelle. Un théâtre de 100 tons, donc, de temps à autre, vous verrez surgir derrière moi certains personnages en situation et en décor naturel, avant une éventuelle publication. Et vous verrez également le fameux Gustave, son portrait dès la semaine prochaine. Raison de plus pour vous abonner. J'allais oublier, vous êtes pratiquement 10 000. Merci 1000 fois. 10 000 fois. À bientôt. Où allons-nous si une radio estampillée chrétienne, RCF pour ne pas la nommer, se met à censurer un des rares auteurs qui parle vrai au sujet de l'islam en France et qui plus est se trouve à la tête d'un parti chrétien-démocrate? Oui, chrétien, vous avez bien entendu. En clair, des chrétiens censurent des chrétiens. Non, il ne faut pas exagérer quand même. Qu'est-ce que vous allez chercher? Non, c'est impossible. Eh bien, c'est pourtant ce qui s'est produit récemment en Bretagne. Monseigneur Moutel, évêque de Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor, a pris la décision de censurer le passage sur les ondes de Jean-Frédéric Poisson, qui était venu parler de son ouvrage « L'islam à la conquête de l'Occident ». Il est vrai que Poisson a le très mauvais goût de rappeler publiquement, comme tant d'autres, dont Liberté politique d'ailleurs, que les pays musulmans ont pour objectif officiel de mettre à bas la civilisation chrétienne occidentale. Ce qui est une évidente évidence. Seulement voilà, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, même chez un média catholique. RCF s'est incliné devant la jonction épiscopale, a renoncé à diffuser l'interview et a fait disparaître l'entretien de son site. On ne savait pas que l'épiscopat pouvait avoir des accointances avec la Stasi. Mais voyons, vous exagérez, François de Lochner. La Stasi, c'était la police politique en RDA, c'était la dictature. Oui, certes. On ne meurt pas aujourd'hui pour ses idées ou ses propos en France. Non, effectivement. Mais on meurt du terrorisme qui, bizarrement, a certains liens avec cet islam dénoncé par M. Poisson. Continuons comme cela, tout va très bien, et longue vie à Monseigneur Moutel. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.